Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek, mono-sujet. Et oui, mono-sujet, on va parler essentiellement d'un seul sujet, c'est-à-dire Moore's Law is Dead. Le site a sorti une nouvelle information ou rumeur. Vous savez, c'est eux qui avaient sorti qu'en 2023, il y aurait une PS5 Pro, ce qui est un peu évident. Ils en avaient parlé, donc j'avais fait une émission un peu spécialisée là-dessus pour dire potentiellement ce que l'on pouvait attendre. Eh bien, ils ont également sorti qu'en 2022, il y aurait une Xbox Series S améliorée, ainsi qu'une Xbox Series S moins chère, c'est-à-dire qu'elle va baisser de prix, et une Xbox Series X Plus en 2023, une Xbox Series X Pro. Eh bien, on en parle dans cette vidéo ensemble. A tout de suite. Alors avant d'entamer cette vidéo, je reviendrai sur les informations, sur les mesures qu'a fait Gamer Nexus et également Digital Foundry. Ils ont fait des mesures sur la nouvelle PS5, vous savez, par rapport à l'ancienne. Mais bon, les conclusions restent les mêmes. La nouvelle PS5, aucun risque, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous la trouvez. Alors maintenant, passons sur cette éventuelle Xbox Series S améliorée en 2022. Pourquoi il ferait ça? Eh bien, il ferait ça d'après Moore's Law is Dead, c'est-à-dire le site en question. Eh bien, il ferait ça pour contrer un petit peu la PS5 Slim qui pourrait également arriver en 2022. Je vous rappelle que la PS5 Slim arrivera peut-être en 2022 en 6 nanomètres, process 6 nanomètres, c'est-à-dire qu'il basculerait PlayStation sur le process 6 nanomètres. Et il est évident que Xbox va faire de même s'ils le peuvent chez TSMC. Alors je vous rappelle que la Xbox Series S, c'est un APU de 200 mm², c'est 4 teraflops en RDNA2, pour comparatif avec la Xbox Series X et la PS5. Elle tourne à 1.575 GHz, contrairement à sa grande sœur qui tourne à un peu plus de 1.7 GHz. Je parle du GPU, bien entendu. Et il a 20 core units contre 52 pour sa grande sœur. On peut citer également qu'elle a 10 Go de mémoire et l'APU fait 8 milliards de transistors. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette éventuelle Xbox Series S en 6 nanomètres en 2022? Eh bien, les probabilités sont vastes, c'est-à-dire les choix sont vastes. Imaginons qu'ils décident de rajouter des CU, des core units. Et oui, ce serait assez efficace en termes de GPU et qu'ils passent par exemple à 32 core units. On peut imaginer qu'ils augmentent également la fréquence, actuellement à 1.565 GHz pour le GPU. Ils pourraient passer après tout à 1.7 GHz comme la grande sœur. Ce qui ferait une augmentation à peu près de 9%. En termes de fréquence, donc en termes de consommation, ne pas l'oublier, plus bien entendu passer de 20 core units à 32 core units, ça augmenterait quand même fortement la consommation aussi. Oui, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que déjà cette petite console consomme peu, elle consomme 90 watts en pic, et oui, contre à peu près 180 watts pour la Xbox Series X et près de 200 watts pour la PS5. Et de plus, on peut quand même imaginer que même si de 7 nanomètres à 6 nanomètres, on n'a pas une franche diminution de la consommation par la réduction de la taille des transistors, réduction il y aura quand même. Je vous rappelle qu'elle est de 21%, estimée entre 20 et 21%, pour le passage de 7 nanomètres en 5 nanomètres. Donc on peut estimer peut-être une réduction de la consommation à 10% à transistor égal, fréquence égale. Donc les 9% d'augmentation de la fréquence seraient absorbés par ce passage de 7 nanomètres à 6 nanomètres. Resterait bien entendu le nombre de transistors nécessaires pour passer de 20 core units à 32 core units, mais ça veut dire une augmentation peut-être de 20 à 25%, parce que bien entendu, l'APU n'est pas composée que du GPU, loin de là. Il y a également bien entendu le CPU, les mémoires caches, etc. etc. En termes de puissance, ça donnerait quoi? Eh bien ça donnerait qu'on passerait d'une console de 4 teraflops à environ 7 teraflops. On peut imaginer même qu'ils augmentent encore un peu, ça pourrait aller jusqu'à 8 teraflops, c'est-à-dire une console 2 fois plus puissante. Bien entendu, tout ça, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses qui sont basées en plus sur une rumeur de Moore's Law is Dead, donc rien de vérifié, mais après tout, c'est tout à fait possible. Et donc, avec une puissance accrue de 2 fois, on peut imaginer qu'en Full HD ou Quad HD, la Xbox Series S Plus pourrait quand même faire des petites merveilles. Bien entendu, en 4K, ce serait une autre histoire. Et en termes de consommation, vous allez me dire, eh bien, elle consommerait peut-être 20%, 25% de plus, comme je vous ai expliqué, puisque le nombre de transistors, l'augmentation du nombre de transistors ne concernerait que les GPU, et donc on serait peut-être autour de 110, 120 watts maximum. Donc tout à fait gérable par un système de refroidissement adéquat. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la surface que ça prendrait. Actuellement, on est à 200 mm², oui, mais les 20
core units ne prennent que entre 40 et 45% de la surface totale de l'APU. C'est-à-dire que si on fait le calcul, on va augmenter à 250 mm² en mettant 32 core units au lieu de 200 mm². 50 mm² de plus. Oui, mais n'oublions pas qu'on passe en 6 nanomètres et non plus en 7 nanomètres, nouveau process, et la réduction est de 18%. Eh bien, si vous appliquez 18% à 250 mm², vous arriverez à peu près un tout petit peu plus que 200 mm², c'est-à-dire la même taille que l'APU d'aujourd'hui en 7 nanomètres sur la Xbox Series S. Autre calcul qui peut être intéressant, le prix que coûte l'APU à AMD, qui bien entendu ensuite surfacture à Xbox, mais le prix de l'APU que facture TSMC à AMD, eh bien il faut savoir que la plaque est à peu près à 10 000 $. Alors ça c'est à vérifier, bien entendu je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu une augmentation de 10%, mais peut-être qu'avant ça avait été réduit, on peut estimer donc à 8 500 € la plaquette 7 nanomètres, c'est peut-être moins en l'occurrence, on n'a que des chiffres de 2020 où la plaquette coûtait 9 400 $, déjà à l'époque, augmentation de 10%, peut-être un peu de réduction depuis, on va estimer à 8 500 donc, € la plaquette 300 mm. Combien il y a de plus dessus? Alors bien entendu c'est un chiffre théorique là aussi, ça ferait à peu près 300 de plus par plaquette de Xbox Series S. 300 de plus, 90% de rendement, imaginons, ça fait 272 puces, 272 APU qui sont livrés par plaquette à AMD. Prix que facture TSMC à AMD, ça revient à 31 € l'APU. Et bien avec la réduction en 6 nanomètres, on gagne 18% en termes de surface pour la Xbox Series S classique, on passerait à 364 puces, et comme le rendement resterait équivalent, il s'améliorerait même, c'est-à-dire c'est le nombre de défauts par plaquette qui resterait équivalent, je vous l'ai déjà expliqué, donc plus de puces, même nombre de défauts, donc finalement plus de puces bonnes, 334 puces bonnes, et ça reviendrait à 25 € la puce à AMD. Donc finalement un gain non négligeable de 6 € potentiellement, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être un petit peu moins, qui est bien entendu doublé vers Xbox au minimum, parce que AMD bien entendu se prend sa marge. Et donc on arrive à une facture doublée, effectivement, chez Xbox, ce qui fait que si jamais c'est diminué par exemple de 10, 12, 15 €, eh bien ils peuvent répercuter ça sur le prix. C'est ce qu'annonce Moore's Law is Dead en 2022 avec une Xbox Series S, ils disent à 199 €, c'est leur estimation. Moi je vous ai dit, elle va baisser la Xbox Series S, je crois que je le répète depuis un an. Mais à ce point-là, j'ai quand même quelques doutes. Mais effectivement, un prix plancher à 200 €, ce serait un signal fort pour les joueurs, pour les consommateurs. Quant à l'autre Xbox Series S+, eh bien effectivement, on pourrait l'estimer à 299 €, c'est-à-dire le prix actuel de la Xbox Series S, avec une puissance, je vous dis, presque doublée, peut-être 7 teraflops, 8 teraflops. Si elle existe, on verra. 2022, c'est très bientôt. Et on verra si effectivement elle a des fonctionnalités en plus, en particulier sur le xCloud, pour pouvoir jouer et se relier avec le xCloud en direct. Bref, avoir des fonctionnalités qui permettent effectivement de pleinement profiter du Game Pass et du xCloud. Une machine qui serait dans le sens de la stratégie de Phil Spencer et qui nous indiquerait peut-être les voies qui vont être prises pour l'avenir en 2027 en particulier. Et la Xbox Series X en 2023, vous allez me dire, eh bien elle passerait, elle, en 5 nanomètres. Comme j'ai expliqué pour la PS5 Pro, ce sera du 5 nanomètres pour moi. 3 nanomètres, ce serait très difficile, puisque le 3 nanomètres, ce serait fin 2022, voire début 2023. Il a pris un peu de retard chez TSMC, vous avez entendu parler de ça. De toute façon, Intel, ils sont dessus en priorité, ainsi qu'Apple, bien entendu. Donc le 5 nanomètres sera réservé, effectivement, pourquoi pas, à AMD, qui est un très gros client également. Et donc des puces plus puissantes qui seraient fabriquées pour la PS5 Pro et la Xbox Series X+, en 5 nanomètres. Alors bien entendu, tout ce que je veux dire, c'est des estimations, c'est des suppositions. Mais on sait par contre qu'en passant de 7 nanomètres à 5 nanomètres, on va gagner 21% en consommation. On peut avoir une intégration, c'est-à-dire un nombre de transistors au millimètre carré multiplié par plus de 1,8 fois, ce qui est juste énorme. 1,8 fois plus de transistors pour la même surface d'APU. Par contre, attention, ce ne sera pas à consommation équivalente. Là, on augmente de 1,8 fois la consommation et ensuite, on la diminue de 21%. Passage de 7 nanomètres à 5 nanomètres, je vous l'ai déjà expliqué quelques fois. Mais ce qu'on pourrait imaginer, ce qui serait plus intéressant et pour la PS5 Pro et également pour la Xbox Series X, c'est deux choses. Le RDNA 3, bien entendu, le RDNA 3 sera là et je pense qu'il sera utilisé. Il sera pleinement compatible avec le RDNA 2, bien entendu. Donc tous les jeux seront compatibles, les anciens jeux. Mais ça permettra un gain assez important en termes de performance, puisque les anciennes architectures GCN vers le RDNA, c'était estimé par AMD, mais vérifié par des essais de Digital Foundry, près de 50% de gain. Et RDNA vers RDNA 2, c'est également près de 50% de gain.
théorique quand même. Cela veut dire qu'on pourrait avoir potentiellement 50% de gains encore grâce à ce changement d'architecture. Mais ça va plus loin, on pourrait également imaginer du L3 Infinity Cache, et oui, la spécialité de AMD qui n'a pas été incorporée dans la PS5, je vous rappelle, dans l'APU de la PS5, ni dans l'APU de la Xbox Series X et S. Et on pourrait avoir, pour ce nouveau modèle, de l'Infinity Cache. Et oui, l'Infinity Cache qui permet des transferts beaucoup plus rapides, donc des calculs beaucoup plus rapides qu'avec un échange sur la mémoire extérieure. Tout cela me fait dire qu'on pourrait avoir presque 80% d'amélioration, entre 70 et 80% d'amélioration, assez facilement, entre guillemets, puisque les 21% de conso en diminution, on peut donc augmenter au moins de 21% le nombre de transistors, des core units en plus par exemple, ou plus efficaces, et une fréquence un petit peu plus élevée en fonctionnement, de façon bien entendu à gagner en teraflops. Et on obtiendrait ainsi l'équivalent d'à peu près de 22 à 25 teraflops pour la Xbox Series X. Alors non, ce n'est pas les mêmes chiffres effectivement qu'entre la Xbox One S et la Xbox One X, où il y avait eu beaucoup plus en termes d'augmentation teraflops. Mais tout de même, ça ferait un joli bond en termes de performance, et il ne faut pas oublier la consommation actuelle est de 180 watts, au-delà de 200 watts, ce serait difficile à gérer et pour la PS5 Pro et pour la Xbox Series X, dite plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à 380 watts parce que effectivement, il ne faut pas oublier que la Xbox One X consommait 170 watts en pic alors que la Xbox One S consommait 80 watts. On a plus que doublé la consommation pour des performances largement accrues, bien entendu, mais là, on est déjà à 180 watts. Difficile d'aller à 360 watts sur une console, ça commencerait à poser de sérieux problèmes de refroidissement. Comme je l'ai expliqué pour la vidéo sur la PS5 Pro, si on voulait avoir de vrais gains, des gains encore plus importants, il faudrait passer en 3 nanomètres. C'est seulement comme ça qu'on pourra avoir des gains encore plus significatifs. Mais je le répète, si on double déjà les performances, voire un peu plus, eh bien écoutez, je pense que le 4K 120 Hz, ce sera sans problème sur la plupart des jeux, pour pas dire sur tous les jeux, et le ray tracing sera grandement amélioré, surtout avec un RDNA 3, où on aura effectivement un ray tracing version 2 de AMD. Pour finir, j'ai oublié de préciser pour la Xbox Series S+, bien entendu, que le meilleur moyen aussi d'augmenter ses performances, c'est d'augmenter un petit peu sa mémoire. Et oui, c'est un petit peu le coin faible, entre guillemets, de cette console, ce qui a été beaucoup reproché à la Xbox Series S, c'est ses 10 Go de mémoire. Là, on pourrait effectivement revenir à, pourquoi pas, 16 Go sur cette nouvelle version, ou 12 Go si on ne veut pas trop augmenter le prix. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, moi je répondrai de Pusignan, de mon salon du livre, si j'ai des moments de libre. Et donc ce soir, enfin le soir où je tourne cette vidéo, eh bien je vais aller voir bien entendu Dune de Denis Villeneuve qui a l'air juste magique, tout le monde en dit beaucoup de bien et j'ai hâte de voir ce film au cinéma bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.